Ok, ben bonjour à tous et bienvenue à la Maison du Développement Durable. Donc, je suis Jeanne-Hélène Jugir, responsable solutions basées sur la nature au Creux à Montréal. Blaise Rémillard ne pouvait pas être là aujourd'hui, il avait un conflit d'horaire majeur, donc il m'a demandé de venir vous voir le remplacer, ce que je fais avec grand plaisir. Donc, je ne suis pas spécialiste de la mobilité durable, plutôt de la biodiversité, etc., mais c'est un sujet qui me tient évidemment extrêmement à cœur. Donc, au nom du Conseil régional de l'environnement de Montréal, et en tant que partenaire de la démarche de commotion en commun, il me fait plaisir de vous accueillir à cet événement de diffusion du rapport intitulé « De l'électrification de la voiture individuelle à la réduction du parc automobile ». Ce rapport a été commandé par des partenaires de la démarche de commotion en commun, un regroupement de partenaires engagés pour la démotorisation qui souhaitent rendre possible la pérennisation et la mise à l'échelle du projet Locomotion porté par Solon dans le cadre de Montréal en commun. Les membres de Locomotion en commun contribuent par leur appui à des politiques publiques favorables à la démotorisation, par leur soutien aux expérimentations de locomotion, ainsi que la mobilisation et la vulgarisation des connaissances utiles à locomotion en commun ou issues de locomotion en commun. Les partenaires, vous les avez ici. Le rapport d'aujourd'hui est une analyse des stratégies en mobilité durable actuelles en contexte d'urgence climatique et d'incertitude liées au contexte techno-industriel défavorable à l'électrification des véhicules automobiles. Le rapport a été commandé par Locomotion en commun dans le but de stimuler la réflexion des membres de Locomotion en commun et de l'écosystème de la mobilité durable quant à la palette d'actions actuelles et envisageables. Ce rapport n'est pas une prise de position des groupes membres de Locomotion en commun, mais nous souhaitions tout de même le lancer dans l'espace public pour la bonne raison que nous sommes engagés en faveur d'une réflexion et d'un débat public quant à l'équation entre, d'une part, nos stratégies de mobilité durable actuelles ou envisageables, et d'autre part, nos cibles en matière de réduction des gaz à effet de serre, de développement urbain, de réduction de l'insécurité routière, de promotion de l'activité physique et plus encore. Nous lançons donc ce rapport aujourd'hui et soyez assurés que nous attendons que vos réactions, vos questionnements, vos objections contribuent à éclairer le débat et ouvrir de nouveaux champs de réflexion et de nouvelles avenues pour optimiser nos stratégies en mobilité durable à Montréal et par conséquent pour tout le Québec. Cet événement s'inscrit dans la programmation de la campagne « J'embarque, les rendez-vous de la mobilité durable de Montréal », une programmation coordonnée par le Creux Montréal qui fait rayonner les idées et les acteurs de la mobilité durable sur l'île de Montréal durant tout le mois de septembre et qui est rendue possible grâce aux partenaires financiers mobilisateurs, l'ARTM et l'Agence de mobilité durable de Montréal, ainsi que les partenaires alliés, Montréal Physiquement Active et la Fondation du Grand Montréal. Alors, sans plus attendre, je cède la parole à notre invité, Michaël Brard. Michaël a été chef de projet chez Jalon, puis conseiller principal stratégie de mobilité à l'Agence de mobilité durable. Il est aujourd'hui consultant en changement climatique et mobilité durable, ainsi qu'animateur de la fresque pour le climat. Monsieur Brard, à vous la parole. Merci. On va faire une souris. Bien. Hop. Allez. Donc, merci beaucoup pour l'intro. Cette présentation, c'est en fait un peu un teasing du rapport qui a été diffusé, je pense, aujourd'hui ou la semaine dernière. Un rapport qui est en fait vraiment une synthèse de ce qui se fait, de ce qui a été fait dans différentes études académiques, des résultats d'études, et puis la littérature un peu grise et puis blanche aussi, on va dire. Il y a une centaine de références dans le rapport, donc vraiment toutes les données qui sont ici annoncées, elles se retrouvent aussi dans ce petit rapport. On va y aller tout de suite. Hop là. Donc la présentation, elle est un peu en trois parties. Une première, c'est pour faire le point sur la situation du marché de l'automobile, qu'on va voir un peu dans la tempête. Et ensuite, on va parler d'un changement de cap, et puis ensuite voir comment est-ce qu'on peut s'y prendre.
Donc, il y aura pas mal de rappels. Beaucoup de gens dans la salle sont déjà au courant, je pense, mais on va essayer de mettre tout le monde au même niveau. Donc, d'abord, dans le marché de l'automobile actuel, on constate le phénomène des VUS et des pick-up, aussi appelé souvent l'obésité routière, qui consiste à une augmentation du poids, du volume, de la taille et finalement de la masse des véhicules routiers de promenade. Ce phénomène, il n'est pas tout à fait nouveau et il y a déjà eu beaucoup de travail de fait dessus, notamment chez Équiterre, à la chaire de mobilité à Polytechnique. Mais on pourrait résumer un petit peu toutes les causes un peu historiques. D'une part, avec une stratégie de montée en gamme des manufacturiers occidentaux, qui mettent les Européens et puis les Nord-Américains dans le même pot, qui, à une époque, ont cherché un peu à se protéger de l'émergence des marchés chinois, d'Europe de l'Est et autres, et sont lancés dans une montée en gamme avec des voitures de plus en plus techniques, avec plus d'équipements, etc., etc. Il y a eu la même chose sur les équipements de sécurité, où c'est vraiment l'époque où il y a eu l'inflation des assistances de conduite, des airbags latéraux et autres. Il y a eu aussi ensuite la crise de 2008 qui a frappé fort le secteur automobile avec une politique de relance, des subventions et à l'époque aussi une baisse des taux d'intérêt et des changements réglementaires sur l'emprunt pour acheter une voiture. Donc c'était plus facile d'emprunter plus d'argent pour s'acheter une voiture, on pouvait la rembourser sur plus de temps. Donc ça aussi faisait que les gens pouvaient se permettre d'acheter des voitures plus chères. Les réglementations environnementales, aussi fou que ça paraisse, elles avantagent les VUS et les pick-up. En Amérique du Nord, il y a la catégorie camion léger versus voiture, et les enjeux et les limites d'émissions ne sont pas les mêmes pour ces deux catégories-là. Et en Europe, c'est encore pire, le niveau d'émission de la voiture est indexé sur le poids de celle-ci. Plus une voiture est lourde, plus on peut émettre de CO2. Enfin, tout ça est devenu finalement une belle stratégie, avec ensuite une stratégie, la publicité, un effet de mode et une vraie culture du SUV et du pick-up. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Avec au Québec, entre 75 et 80% des ventes en 2020, 2021, c'était à peu près pareil. Des véhicules neufs qui sont des camions légers. Il faut savoir que ces camions légers, quand on les achète neufs aujourd'hui, ils vont rouler entre 10 et 15 ans. Ça veut dire qu'on embarque finalement les émissions de GES pour les 10 à 15 prochaines années. Et puis généralement, ils viennent remplacer des petites voitures qui consommaient beaucoup moins. Donc avec déjà ce remplacement de parc à nombre identique, on entraîne entre guillemets une augmentation des émissions de GES, outre les autres problèmes. Ce phénomène, il est mondial, il est généralisé. Donc dans le monde entier, on a vraiment cette montée un peu en taille, mais c'est vraiment encore pire en Amérique du Nord. Au Québec, on peut associer ce phénomène VUS Pickup aussi à un taux d'occupation des voitures qui diminue et un taux de motorisation qui augmente. Le taux de motorisation, c'est le nombre de voitures par ménage. Donc, on a en plus une augmentation du nombre de véhicules et ça augmente plus vite au Québec qu'ailleurs. Autrement dit, ce phénomène pick-up, les VUS, ça nous entraîne de plus en plus de voitures qui sont plus chères, qui sont plus lourdes, plus volumineuses et qui consomment de plus en plus. J'illustre un petit peu différentes diapos avec des articles, des titres d'articles. Ça, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui s'inquiète finalement de l'augmentation des SUV qui sont en train de mettre à mal tous les efforts faits pour réduire les émissions de GES dans le transport. Donc ce phénomène-là, il est amplifié par les dernières crises qu'on a connues. Depuis début 2020, on constate une baisse de la production automobile dans le monde. Ce n'est pas arrivé depuis longtemps. Il y a eu 18 millions de voitures de moins qui ont été produites dans les 2 dernières années. Et c'est essentiellement dû à la Covid, aux fermetures de chaînes de production qui ont suivi, mais aussi à la fameuse crise des microprocesseurs, qui est un mélange entre la Covid, l'émergence de la 5G, des usages concurrents. C'était plus lucratif de fabriquer des puces pour des consoles que des puces pour des voitures. Et les voitures ayant de plus en plus besoin de puces, on se retrouve un peu dans un goulet d'étranglement. Il y a eu ensuite des pénuries en chaîne, une crise de la logistique avec des conteneurs qui n'arrivaient plus des pauvres endroits, la guerre en Ukraine qui entraîne aussi son lot de problématiques, les câbles électriques sont fabriqués en Ukraine, notamment pour les manufacturiers européens. Et puis cet été, des nouvelles fermetures en Chine avec des nouveaux confinements, des problèmes d'approvisionnement électrique, des sécheresses. En fait, 30% d'électricité en Chine, c'est quand même hydroélectrique. Donc là aussi, on a une conséquence de la sécheresse chez eux. Et donc tout ça fait qu'on a produit moins de voitures depuis début 2020. Résultat, les fabricants automobiles, pour répondre à ça, qu'est-ce qu'ils font? Leur objectif, c'est de sauver les marges avant de sauver le chiffre d'affaires. Donc pour sauver les marges, ils ont une stratégie qui est encore plus de monter en gamme. Et résultat, ils vendent moins de véhicules, mais ils vont les vendre plus cher. Et résultat, ils vont abandonner les petits véhicules au profit des VUS et des pick-up qui se vendent plus cher. Donc on a des manufacturiers qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser les dernières années, mais leur profit augmenter.
Et donc, on a vraiment une vision où on essaye de vendre moins de voitures, mais de les vendre plus cher. Résultat, le prix moyen des voitures a augmenté, le prix moyen des voitures sur le marché d'occasion a aussi augmenté. Et puis, juste un petit comparatif, donc le premier trimestre 2022 au Québec, par rapport au premier trimestre 2019 avant la Covid, on a une baisse du nombre de véhicules vendus de 20% et une baisse de la valeur de seulement 6%. Donc la différence, c'est l'augmentation du prix des véhicules. Cette crise des microprocesseurs, on ne s'attend pas à ce qu'elle s'arrange de sitôt. Vous savez que les grandes usines sont à Taïwan, ça vous parle peut-être aussi dans l'actualité, et puis il y a les grands plans nord-américains et puis européens de relocaliser la production de microprocesseurs sur les continents, mais ça va prendre du temps. Voilà, ça c'est des titres de journaux aussi. Pour la voiture électrique, bah, c'est encore pire, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a 3-4 fois plus d'électronique dans une voiture électrique. Parce qu'il y a 6 fois plus de métaux, et parce que les coûts de fabrication sont plus élevés et les chaînes d'approvisionnement, elles sont moins matures. Donc, résultat, l'industrie peut moins se retourner vite et puis a moins finalement d'offres de fournisseurs. La réponse, elle est similaire des constructeurs, c'est des hausses de prix, des montées en gamme, une concentration sur les marges, et puis une raréfaction des petits modèles électriques versus des grands VUS qui, eux, finalement, explosent. Donc, on a des modèles plus lourds avec des batteries plus grosses. Si on regarde aujourd'hui les VUS, ils ont des batteries de 100 kWh, là où les premières Bolt avaient des batteries de 20 kWh. Donc, c'est 5 fois plus. Et le Hummer électrique est quand même le plus beau, il est à 200 kWh, donc il prend des batteries 10 fois plus importantes. Conséquence sur le marché, des prix en hausse, on a compris, des délais qui s'allongent, des carnets de commandes qui sont pleins, il y a moins de voitures à acheter et on ne peut pas acheter les voitures qu'on voudrait, les petites voitures urbaines qui seraient peut-être plus adaptées. Les articles, ah oui, encore des hausses de prix chez Tesla. La Tesla, le modèle 3 aux US, a pris 40% d'augmentation de prix en 3 ans. C'est quand même conséquent. Et les seuils de subvention du Québec et du Canada ont été relevés dernièrement, parce que sinon les voitures étaient plus éligibles à des subventions. Et maintenant, il y a des astuces. Quand vous achetez une voiture électrique à l'étranger ou que ce soit, ou même si vous achetez une Tesla au Québec, on va vous facturer le prix de la voiture, plus un prix de livraison, plus un prix d'adaptation, pour faire en sorte que le prix nominal reste en dessous du seuil de subvention. On commence à trouver aussi des manipulations pour arriver à rentrer dans les cases. Volkswagen qui avait plus de véhicules à vendre pour cette année. Et puis oui, cela j'aime bien, c'était le salon de la voiture électrique, c'était au printemps dernier à Montréal. C'est comme ça que ça avait été titré, le salon du véhicule indisponible. Donc actuellement, il faut attendre quasiment 2 ans pour pouvoir acheter une voiture électrique. Alors on peut se dire que ça, c'est la tendance à court terme. Maintenant, si on regarde à moyen terme, il y a beaucoup d'attentes sur la voiture électrique. La plupart des gouvernements s'appuient dessus pour viser les réductions de GES. Et puis, en 2030, quand on fait juste l'addition des promesses des gouvernements dans le monde, on arrive à une cible de 150 millions de voitures électriques en circulation en 2030. Ce qui veut dire que dès les années 2028-29, il faudra avoir multiplié par 6 la production annuelle de voitures. Donc, en gros, pour atteindre les promesses faites par les gouvernements, il faut multiplier par 6 la production avant 2030. Pour 2040, il faudra multiplier par 15. Et si maintenant, on prend non pas les promesses, mais les objectifs de l'accord de Paris, on arrive à un multiplicateur de 42 pour 2040. Vraiment monter vite en puissance. Or, la pression sur les métaux électroniques va s'accentuer, surtout pour ce qui est spécifique aux voitures électriques. Je m'explique. Si par exemple, on utilise beaucoup de cuivre dans une voiture électrique, c'est pas très grave si on doit multiplier par 6 la production, parce que la production de cuivre mondiale, elle est énorme et que Si par contre, on s'intéresse à l'emblématique lithium, qui aujourd'hui est déjà utilisé à 75% dans le monde pour les voitures et les batteries de voitures, et qu'il faut multiplier par 6 ce besoin, ça veut dire qu'il va falloir multiplier par 5, typiquement, la production de lithium. Et vous pourrez regarder avec attention tous les grands titres dans la presse de révolution dans la batterie ou autre, vous verrez que ça reste toujours des batteries du lithium dedans. Jusqu'en 2030-2040, je mets ma main à couper qu'on n'aura pas trouvé de solution lithium. Pour ceux qui s'intéressent à la physique, c'est le numéro 3 dans le tableau des éléments, et donc c'est l'élément le plus léger qui permettrait d'avoir justement ces propriétés. Donc résultat, on va devoir multiplier par 5 au moins la production de lithium d'ici 2030, ce qui veut dire qu'il faut l'extraire, le traiter, le raffiner, le transporter, fabriquer des cellules, fabriquer des batteries.
c'est pas un problème de stock, c'est un problème de flux. Le lithium, il y en a partout, il y en a même dans l'eau de mer. Mais la question, c'est pas où est-ce qu'on le ramasse, c'est est-ce qu'on va être capable de produire suffisamment à la bonne vitesse tout ça pour les batteries. Et l'enjeu aussi, il est que cette chaîne de production, il faut que la capacité augmente en même temps. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si j'augmente trop vite l'extraction, je vais avoir du minerai brut, pas d'usine pour le traiter, donc le prix du minerai brut va s'effondrer, ce qui s'est passé en 2021. Et résultat, ensuite, on va plus avoir de moyens d'investir dans de nouvelles mines. On va ouvrir des usines de traitement qui vont absorber tout le stock. Et puis, à ce moment-là, on sera en pénurie de minerais brut. Donc, on a constaté cette volatilité sur les minerais durant les dernières années. Et cette année, c'est la première où le prix des batteries commence vraiment à augmenter. Tout ça pour dire que, aussi, d'après l'AIE, donc les projets actuels en opération en chantier ne permettront pas d'atteindre la production en 2030. Bon, ils disent jusqu'en 2029, ça passe. Ça, c'est les quelques titres. Alors voilà, l'industrie automobile aussi s'inquiète. Après, on peut dire qu'ils ne sont pas forcément objectifs, que ça les sert. Néanmoins, les signaux d'alerte sont quand même assez élevés. Et ça, c'est l'AIE. Pour résumer tout ça, l'idée d'avoir des prix des voitures électriques qui baissent rapidement pour nous permettre d'arrêter les subventions et les aides à l'achat. L'idée que la voiture électrique va devenir abordable pour toutes les catégories sociales et donc pouvoir vraiment remplacer les voitures individuelles. Et l'idée qu'on aura 1,6 million de voitures électriques au Québec en 2030 et 3,5 millions en 2035, moi, je n'y crois pas. Et je pense que c'est un scénario qui est de moins en moins possible. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir une pénurie, mais il ne suffit de pas grand-chose pour que les prix augmentent et qu'on se retrouve comme la Tesla avec plus 40% en 3 ans. Et donc, que ça sorte un peu du clou des scénarios où on peut avoir des voitures individuelles électriques pour tout le monde. Une fois qu'on a vu ça, on peut s'interroger sur est-ce que ce ne serait pas une opportunité de changer de cap. Et donc là, je vais juste faire un petit retour sur quand même les objectifs de tout ça, qui étaient quand même pas mal de réduire les émissions de GES. Alors avant, j'avais fait une diapo avec beaucoup de texte et j'ai essayé hier soir de faire un truc un peu plus visuel. Alors, on va essayer de s'accrocher. Ça, c'est les émissions de GES au Québec des véhicules de promenade. De 1990 à 2019, c'est les derniers chiffres qu'on a. En bleu, l'automobile, en rouge, les camions légers, donc les VUS et puis les pick-up. Bon, on voit déjà que les voitures s'abaissent parce qu'il y en a de moins en moins, et puis finalement que les camions légers, ça explose parce qu'on a de plus en plus. Ensuite, on va additionner ces deux courbes, et ça nous donne ça. Donc, en 1990, on était à 14 globalement. Puis bon, ce petit décroché, là, ça peut être un problème de chiffres. Puis en 2019, on est quelque part dans les 18. Si on regarde cet écart-là, donc entre 90 et aujourd'hui, on a augmenté de, on va dire, 4 millions de tonnes les émissions annuelles de CO2 liées aux véhicules de promenade. Si maintenant on fait juste un petit ordre de grandeur dans la tête et qu'on se dit à chaque fois qu'on met une voiture électrique sur la route, combien on espère de réduction de GES? Selon les chiffres qu'on voit, selon les plans, c'est entre 3 et 4 tonnes. Donc, les études du gouvernement notamment, c'est si je mets une voiture électrique sur la route, je réduis mes émissions de 3 à 4 tonnes. Donc, ça veut dire que pour rattraper déjà notre retard par rapport à 90, il faudrait qu'on ait entre 1 et 1,3 million de voitures électriques pour compenser ça. Si maintenant on projette cette courbe et qu'on va jusqu'en 2030, là où nos objectifs de réduction de GES sont fixés, j'étais plutôt honnête, j'ai fait une courbe vraiment moyenne, on arrive à 5,5 millions de tonnes, ce qui équivaut à 1,6 à 1,8 millions de véhicules électriques. Ça tombe bien, c'est l'objectif d'1,6 million du gouvernement provincial. Résultat, ça veut dire que si jamais on arrivait à atteindre 1,6 million, on pourrait imaginer qu'on se retrouve au niveau de 90. Maintenant, quand on regarde la dernière tendance et puis l'explosion des ventes des pick-up, sachant que le véhicule le plus vendu l'an dernier, c'est un Ford série F, donc les F-150 et autres, qui consomme 13,9 litres au 100 km en combiné, versus une Honda Civic qui consommait 2 fois moins. On peut s'imaginer que la courbe va remonter un peu plus vite et que là, on arrive à des chiffres quand même mirobolants, alors qu'on devrait viser quelque chose qui nous emmène plutôt par là, c'est-à-dire à moins 37,5%, même si ce n'est pas comme ça que les chiffres sont présentés. On peut se dire que l'objectif serait quand même celui-là. Autrement dit, si on traduit ça en une jolie phrase, électrifier, c'est écoper le canot sans avoir colmaté le trou, qui est l'explosion des ventes de VUS et autres. Il s'est vendu 25 000 voitures électriques l'an dernier, il s'est vendu 18 000 pick-up Ford série F.
Ce n'est pas la vente de voitures électriques qui va baisser les émissions de GES à court terme, c'est plutôt de limiter cette baisse. Voilà pourquoi l'idée, le changement de cap, ce serait de viser d'abord une diminution drastique du parc plutôt que l'électrification de ce parc-là. En plus, si on diminue le parc, on emmène plein de co-bénéfices. On libère de l'espace public, hein, comme cette jolie place ici. On réduit de toutes les pollutions et l'usure d'infrastructures. Les voitures électriques polluent encore un petit peu, notamment les pneus, parce que les voitures sont plus lourdes, donc il y a plus d'abrasion, ça use un peu plus l'infrastructure aussi. Ça nous permet d'économiser de l'énergie, et puis moins de congestion, plus d'activité physique, une meilleure santé publique. Comme quoi, réduire le parc automobile, c'est soigner plutôt la maladie, et pas seulement soigner le symptôme qui serait les émissions de GES. En plus, comme je vous l'ai dit, pour moi, ajouter un véhicule sur la route, ce n'est pas forcément réduire le problème, parce que chaque fois qu'on ajoute une voiture électrique sur la route, on ne sait pas franchement ce qui se passe de la voiture à essence qu'on a remplacée. Je ne vous ai pas parlé de la question de la fabrication, parce que ça ne rentre pas dans nos inventaires nationaux d'émissions de GES, mais il y a quand même une grande question aussi là-dedans. Et pour faire très court, une voiture électrique, c'est une dette en carbone qu'on rembourse quand elle roule, qu'on rembourse quand elle remplace des kilomètres faits à essence. Donc, autant dire qu'une voiture électrique doit rouler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être intéressante aussi à l'échelle mondiale. Pour faire ça, pour viser la diminution du parc, il faut qu'on réduise notre dépendance à l'auto. Donc là, je renvoie pas mal à notre ami Jérôme Laviolette qui est là et qui a beaucoup travaillé là-dessus, avec le chantier Auto Solo et toute l'équipe de la chaire de mobilité. La société québécoise, elle est bien dépendante à l'auto, en tant que société. Donc, pour des raisons qui sont matérielles et systémiques, ça fait 100 ans qu'on construit nos sociétés autour de la voiture. Donc ça, c'est un fait. On a construit vraiment notre manière de vivre autour de la voiture. Mais on est aussi dépendant en tant que société pour des raisons psychologiques et culturelles. Ça, on pourra regarder. Ce n'est pas forcément des raisons matérielles et physiques. À l'échelle de l'individu, on peut aussi ramener un peu cette notion de dépendance sur le moment du choix. Quand quelqu'un fait le choix de prendre sa voiture, il va être animé potentiellement par 3 logiques différentes. La première, c'est la logique instrumentale, qui, on va dire, le rationnel. C'est je regarde les informations que j'ai et je décide sur des critères qui me semblent objectifs. Le temps, l'argent, le confort. Je vous ai bien dit qu'il me semble parce que ça vient des informations dont j'ai à disposition. Si je me base sur des informations qui sont fausses, comme par exemple une durée de trajet qui ne m'indique pas que je vais tourner pendant 15 minutes pour trouver une case de stationnement. Le deuxième niveau de logique, c'est la logique traditionnelle, c'est mes réflexes. J'ai l'habitude de faire comme ça, je le fais comme ça. Et puis c'est mon habitude, j'ai toujours fait comme ça. Et puis le troisième niveau de décision, c'est la raison affective, c'est parce que moi c'est comme ça, je roule en voiture. Pas autrement. À date, c'est quasiment impossible de chiffrer le poids de ces raisons et de ces niveaux de choix. Et c'est bien là la difficulté, c'est qu'on a beau avoir ce discours, c'est compliqué de se dire que combien ça pèse la partie psychologique, des habitudes, etc., par rapport aux vrais gens qui ont besoin de leur voiture. Donc là, il y a pas mal d'indices qu'on essaye de regrouper. On ne va pas rentrer complètement dans le détail, mais on peut déjà regarder, il y avait 2 études différentes. Une première qui disait qu'à Montréal, 24% des trajets motorisés du quotidien pourraient être faits à pied ou à vélo, basés sur l'enquête OD. Et puis à l'échelle du Québec, c'est 5% des trajets domicile-travail qui font moins d'1 kilomètre et 30% qui font moins de 5 km. Et ça, c'est des trajets qui sont déjà faits en voiture. Donc, pour quelqu'un qui marche ou qui fait un petit peu de vélo, ça montre qu'il y a quand même un vrai potentiel. Après, une autre étude qui devrait sortir bientôt, qui va nous parler de la possession. Et là, si on regarde sur un quartier donné, on regarde 2 familles qui ont les mêmes contraintes, la même physionomie, entre guillemets, les mêmes besoins, et on leur demande à quel point est-ce qu'ils sont attachés ou à quel point ils aiment la voiture, on va constater qu'on va avoir un écart de taux de possession qui va doubler. Autant dire que juste sur le fait d'aimer, entre guillemets, la symbolique de la voiture, on va posséder potentiellement 2 fois plus de voitures dans ces foyers. Tout ça, ça nous permet quand même de penser qu'il y a quand même une part importante de la possession automobile et de son usage qui ne sont pas forcément justifiées par des absences d'alternatives. Donc le discours qui consiste à dire que mais non, on ne va pas démotoriser, il n'y a pas de solution, c'est sûrement vrai pour plein de gens, même possiblement pour la majorité des gens qui utilisent leur voiture, mais il y a déjà un potentiel à aller chercher avec des gens qui utilisent et qui ont une voiture qui n'en ont pas forcément besoin. Et ainsi, on comprend que l'objectif de dire que d'abord j'essaie de réduire le parc là où c'est possible, ça devrait être un objectif qui est prioritaire et qui est annoncé.
Alors là, c'est un peu tricky le titre, mais de la démotorisation. Ah oui, démotorisation, la définition, c'est la réduction, pardon. C'est la démotorisation, c'est la réduction du taux de motorisation, donc c'est la réduction du nombre de voitures par fois. Alors, réduire ce taux de motorisation, ça doit être en fait le résultat d'une stratégie de mobilité durable. Ça tombe bien, la mobilité durable, c'est ça en fait. Depuis le début, on dit juste des choses qui sont assez basiques, c'est que dans la mobilité durable, on parle toujours de réduire les besoins de déplacement, transférer modalement des déplacements de la voiture vers d'autres modes, et puis ensuite, le troisième, c'est le A, c'est améliorer, donc c'est réduire l'empreinte des déplacements en voiture. Et donc, réduire l'automotorisation, finalement, ce serait une conséquence d'une politique de mobilité durable qui met l'accent sur le R et le T. Et donc, démotoriser, pardon, réduire l'automotorisation, c'est pas supprimer le véhicule à quelqu'un, c'est mettre en place des mesures qui permettent aux gens de s'en passer. Maintenant, ce qu'on a quand même constaté aussi qui est intéressant, c'est que parfois, le fait même de posséder une voiture, ça fait qu'on s'en sert à mauvais escient. Et là, vous allez me dire, c'est un peu logique. J'ai une voiture à portée de main, j'ai les clés dans ma poche, je m'en sers. Et donc, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, dont une qui était vraiment intéressante, qui était juste sur l'idée de j'éloigne la voiture du pas de la porte des gens de quelques mètres, 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres. Et on se rend compte que fort logiquement, plus la voiture elle est loin, moins les gens s'en servent. Parce que faire un trajet qui me prendrait 15 minutes à pied, le faire en voiture et devoir marcher 5 minutes jusqu'à ma voiture, et puis ensuite 5 minutes de retour, ça perd complètement son sens. Et donc ça démontre quand même qu'il y a une vraie part d'usages qui sont des usages réflexes. Et donc à ce moment-là, mettre quelques petites barrières à l'utilisation de la voiture, ça permet déjà aussi de raisonner, et ensuite ça nous permettrait de travailler sur les besoins qui sont justifiés d'automobile. Et ces besoins qui sont justifiés dans l'automobile, eh ben c'est là qu'arrive le covoiturage typiquement, les voitures partagées en copropriété, qui viennent répondre à ces besoins qui, eux, sont justifiés. Et rien qu'en mettant finalement une voiture en partage, on élève les barrières à l'entrée de manière relativement suffisante. Alors en ce moment, avec Communauto, c'est sûr qu'on a une barrière. C'est un peu compliqué de réserver une voiture. Et c'est vrai aussi qu'il y a eu des usages déviants. Il y a des gens qui se sont mis à plus utiliser une voiture depuis qu'ils étaient abonnés à Communauto, par exemple, ou vice-versa. Mais en règle générale, imaginez avoir des flottes de voitures partagées qui répondent aux besoins justifiés permettrait aussi de réduire les besoins injustifiés. Comme ça, on comprend maintenant que la démotorisation, qui est un objectif au départ, ça devient aussi un peu une stratégie de réduction de l'usage de la voiture. Quelques petites images d'utilisation justifiée de la voiture. Alors, anecdote personnelle, ayant arrêté de fumer, je peux me permettre de dire ça. Le déclic pour arrêter de fumer, c'est pas de se dire que je vais arrêter de fumer, c'est de se dire que je vais arrêter d'avoir envie de fumer. Et là, ça fait toute la différence. Parce que la peur de se dire, oui, mais si j'ai envie, comment je vais faire, c'est horrible, je vais passer ma vie à avoir envie et me priver. Je vais passer ma vie à avoir besoin de ma voiture et pas pouvoir y accéder. Ben, en fait, c'est l'inverse. Si je passe ma vie à ne pas avoir envie de fumer, ben, je me prive de rien. Et donc, la démotorisation, se débarrasser d'une voiture, c'est une libération plutôt qu'une privation. C'est pour ça que le terme démotorisation, il est hyper mal choisi, on est bien d'accord. Donc, passons d'un discours de privation à un discours de libération face à une dépendance. Et donc, réduire la possession automobile, c'est un objectif et c'est aussi une stratégie pour en réduire l'utilisation. Il y a eu des gros débats au début du travail là-dessus. Sur démotorisation, est-ce que c'est juste un objectif ou est-ce que c'est une stratégie? En fait, on comprend que ça peut être un peu les deux. Alors maintenant, comment on décline ça en stratégie? D'abord, on va se mettre d'accord sur le potentiel qui est énorme. Ça aussi, c'est une autre étude qui avait été faite par la chaire de mobilité. Alors, pas le premier chiffre, mais bon, celui-là, vous le connaissez déjà, 95% de son temps, une voiture, elle est stationnée. Ensuite, quand elles sont utilisées, elles sont souvent utilisées en pointe, matin et soir, on va se dire. Malgré ça, il y a 25% des voitures à Montréal qui ne sont jamais utilisées la semaine. Et donc maintenant, si on s'intéresse à celles qui sont utilisées la semaine, si toutes les voitures qui servent la semaine, elles étaient en autopartage, et que les gens, au lieu d'avoir leur voiture, ils avaient un pass magique qui leur permet d'ouvrir n'importe laquelle, et que ces gens étaient prêts à marcher, aller 9 minutes, mais ça c'est vraiment le grand maximum, jusqu'à une voiture, en sortant de chez eux, en sortant du travail ou autre, on aurait besoin de 48% des voitures existantes pour couvrir tous les besoins. Et ça, c'est sans imposer de covoiturage ou quoi que ce soit. Hein. Et c'est sans vous dire que même si vous utilisez votre voiture pour faire 1 km, je vous laisse le faire avec ça. Ça veut juste dire qu'on se sert vraiment très mal de nos voitures aussi. Donc, il y a la place pour répondre aux mêmes besoins. On peut démotoriser beaucoup. Et en démotorisation, on réduit les usages injustifiés.
Bon, alors ça, ils se font de la pub aussi, mais les opérateurs d'autopartage, ils aiment bien dire qu'une voiture en autopartage, on a limite 5 à 10. C'est énorme. Si on met genre 3 ou 4 tonnes par voiture, on imagine que une voiture de partage, c'est 40 tonnes de CO2. Ça serait... On va leur faire confiance. Voilà. Donc là, on a compris que l'autopartage, il y a un vrai potentiel. On a vu tout à l'heure que le transfert modal vers de la mobilité active, il y a un vrai potentiel aussi. Et puis en sachant qu'aujourd'hui, on dépense 15 000 $ d'argent public, si j'additionne subvention fédérale, provinciale, subvention à l'installation de bornes privées, les budgets pour les bornes publiques, et puis 2-3 petites autres choses, on arrive à 15 000 $ minimum pour chaque voiture électrique qu'on rajoute dans le parc. Bah, moi, j'ai envie de dire qu'avec 15 000 $, je suis sûr qu'on arriverait à faire peut-être autre chose, notamment en démotorisation, en accompagnement ou autre. Alors, il y a plein de mesures qui sont déjà identifiées et ces mesures, heureusement, elles sont très présentes dans beaucoup de plans de mobilité, notamment à la ville, où les angles réduction et transfert modaux sont déjà dedans. L'aménagement du territoire, plus de mixité, le code du bâtiment pour réduire les places de stationnement, le soutien au développement du transport collectif, fréquence, dessert, prix, fiabilité, stationnement incitatif. Ça, il y a discussion dessus, mais j'ai mis. Le soutien au développement de la mobilité active, infrastructure, sécurité, signalétique, stationnement, déneigement. Les 4 derniers points, c'est déjà un peu plus ambitieux. Le covoiturage autopartage, il y a pas mal de choses à faire quand même. Le stationnement, les avantages incitatifs, la certification de trajet. Ça va devenir important pour le covoiturage et pour l'autopartage, de pouvoir prouver qu'une voiture a été partagée, prouver que quelqu'un a pris quelqu'un en covoiturage. Si on veut commencer à inciter ça d'un point de vue fiscalité, il faut qu'on puisse le faire. Et puis, autres, mobilité intégrée, etc. Maintenant, si on va dans les choses un peu plus sioux, et ça, il y a toute une liste dans le rapport, des choses qui étaient faites un peu ailleurs, à l'étranger, on va attaquer des mesures qui sont très ciblées. Ça veut dire que c'est sûr qu'il faut surtout sortir d'un message généraliste qui va être compris par un habitant du fin fond de la Côte-Nord, alors qu'il ciblait un habitant d'un quartier de Montréal où il y a plein de bus. Donc là, il y a un enjeu d'arriver à spécifier les messages et vraiment cibler les stratégies et les accompagner. Et donc là, on arrive sur des logiques de tarification de stationnement pour refléter les coûts réels, de rendre le coût de la deuxième voiture complètement rédhibitoire, ça a été fait à pas mal d'endroits, le meilleur partage de l'espace public, la valorisation des usages de cet espace, réduire la place de la voiture, les pôles d'emploi et les employeurs. Ça, on a encore des entreprises qui peuvent s'installer n'importe où au Québec, où il n'y a pas de transport collectif, et sans finalement financer les infrastructures qui vont être utilisées pour elles. Et vu que le foncier est généralement moins cher, loin, c'est intéressant. L'écofiscalité, oui, récompenser les foyers non motorisés, ça a été fait en Californie, là. Crédit d'impôt si vous n'avez pas de voiture. Pas mal. Les subventions, il y a plus de 450 subventions à l'achat de vélos en Europe. Si on regarde les régions, les villes et autres. L'information aux automobilistes pour faire des choix qui sont vraiment appuyés sur des infos factuelles. Et l'autopartage, on l'a vu, faciliter la copropriété et la mise en copropriété. Ça peut être sympa aussi. Peut-être qu'un jour, quand vous allez louer un condo, et on va vous dire que avec l'appartement vient 1/6 d'une voiture dans la ruelle. Là, ça commencera à être sympa. On a des histoires à raconter. Donc, bref, il faut qu'on renforce les alternatives, on l'a vu dans tous les cas, mais aussi mettre la pression sur la possession et l'utilisation de la voiture. Enfin, faire tout ça, c'est des changements de fond. On a vu un attachement psychologique, un attachement émotionnel. Donc là, on va chercher un peu dans les travaux d'Anne-Sophie Douce-Lessard notamment. Et on sait que pour changer les comportements, le bâton, c'est pas terrible. La carotte, c'est mieux. C'est encore mieux quand on va chercher de la motivation qui vient dehors, le regard des autres, la mode. Et encore mieux quand ça vient de l'intérieur et qu'on a compris pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et pour comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses, ça vient aussi avec un sentiment d'autonomie. Ça veut dire que je me sens maître de mes décisions. J'abandonne pas mon char parce qu'on m'a dit de l'abandonner, je le fais parce que j'ai compris. J'ai les compétences pour le faire, je sais comment le faire, comment abandonner mon char et me sentir bien. Et puis, j'ai un sentiment d'appartenance à un projet un peu plus grand que moi. Ça, c'est vraiment les ingrédients de la motivation intrinsèque et d'un changement de comportement. Et là, on peut parler donc d'information et de formation. On l'a vu sur les coûts réels d'utilisation, l'espace utilisé, les solutions. Des micro-communautés autour de véhicules partagés. J'aime bien l'idée de la voiture appartenant à une ruelle. Là. Ça peut vraiment créer des trucs. La projection dans une vie avec moins de voitures. Alors oui, ça c'est intéressant parce que
dans les visions qu'on voit de l'avenir, on voit souvent des villes avec moins de voitures. Oui, mais pour que les gens puissent s'y projeter, il faut qu'ils arrivent à comprendre comment eux pourraient vivre dans ces villes-là où il y a moins de voitures. Et donc ça vient finalement avec des projections de la vie quotidienne aussi. C'est quoi ma vie sans voiture? Et de l'accompagnement individuel. Alors là, je vais vous ramener un exemple qui a été fait en France, où ils ont fait un défi, où ils ont pris 50 foyers, c'est dans une ville moyenne de région. Ils ont pris leur voiture et les ont mis à 50 km. Et ils les ont accompagnés, mais grand luxe, quoi. Main dans la main, de quoi tu as besoin, etc. Je t'aide, un abonnement de vélo, un truc, etc., etc. En faisant ça, au bout de 2 mois, il y a eu 80% des gens ont dit qu'ils étaient prêts à abandonner leur voiture. Il y en a qui l'ont fait très vite, c'est la moitié, puis après d'autres, ça a pris plus de temps. Parce qu'il y avait vraiment un accompagnement très précis. Alors, ça semble extrême comme idée, ça peut coûter très cher, mais quand on voit qu'on met 15 000 pièces pour ajouter une voiture électrique, on va peut-être faire un calcul. Et puis, valoriser auprès des citoyens les co-bénéfices et bien les en faire bénéficier. Si j'abandonne ma voiture, je libère une case de stationnement, ça serait sympa que je puisse choisir ce qu'on va mettre dans la rue à la place et non pas que ce soit un voisin qui s'achète une 3e voiture. Je me sentirais un peu... Donc, ça, ils ont commencé à le faire aussi dans pas mal de villes où les gens peuvent dire à quoi devrait servir l'espace libéré. Et puis même aller plus loin, je désasphalte une rue, il n'y a plus de déneigement, il n'y a plus d'asphalte, il n'y a plus de nettoyage, ça devient une friche ou une prairie. Ça coûte peut-être moins cher à la ville et peut-être qu'à ce moment-là, on peut avoir des crédits. Je vais loin, ok. Et puis enfin, pardon, la friche, ça t'a pas plu? Ben, les vélos dans la friche. Et enfin, le changement de symbolique et de culture autour de la voiture. Et là, il faut commencer par arrêter les pubs. Il y a Équiterre qui fait une belle conférence là-dessus, je crois, demain ou après-demain. Les messages sont fallacieux. Alors là, je suis désolé, mais je suis tombé sur celle-là hier soir. Je suis obligé de vous la mettre et je vous laisse juger. C'est un salon de l'automobile au Oklahoma City. Ça, la culture de la voiture encore, en 2020. Oklahoma City. Bon, alors en fait, c'est un concessionnaire automobile. C'est pas Kia, c'est un concessionnaire qui fait ça, mais j'ai trouvé quand même tellement belle que. Bref, conclusion, renversons la priorité. Et oui, dans la mobilité durable, on dit toujours RTA. Et quand je regarde les budgets provinciaux alloués à la mobilité, il n'y a pas de budget sur le R et le T, il n'y en a quasiment pas. La majorité sont sur l'électrification. Donc, on ne dise pas qu'on fait vraiment R, T et A dans le bon sens. Valoriser la démotorisation et ses co-bénéfices, je trouve un autre nom, on l'a vu, et partager une vision pour que les gens se projettent dans une vie avec moins de voitures. Accompagner intensément localement pour faire des exemples. C'est pas mal ça. Et dans les quartiers populaires, c'est eux qui vont souffrir les premiers des problématiques d'augmentation des prix. Et là, je me permets quand même de parler des zones à zéro émission. Si on part dans des zones zéro émission de manière brute, on arrive à vraiment une forme un peu de ségrégation, quoi, sur les revenus, sur la capacité à acheter une voiture électrique. Je pense que là aussi, il y a des choses assez à anticiper, notamment pour les populations les plus vulnérables. S'attaquer à la symbolique. Conclusion. Le scénario de la voiture électrique pour tout le monde, abordable et pas cher, moi, j'y crois pas. On verra bien. La voiture individuelle, elle est sous contrainte, c'est une opportunité de changer de cap, on a vu. La dépendance à l'auto, elle est réelle, oui, mais elle est aussi traditionnelle et psychologique. La possession de la voiture, elle suffit à en générer des usages injustifiés. Donc la logique de se dire, oui, mais un autopartage ne réduit pas les GES. Eh bien si, en fait, j'ai réduit. L'autopartage en ville, c'est un bon levier pour réduire cette possession, tout en répondant aux vrais besoins. Et puis réduire le taux de motorisation, ça doit devenir un objectif prioritaire dans le cadre d'un discours de libération. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller là-dedans? Illustrons, valorisons les co-bénéfices dans une vision Montréal et du Québec moins dépendant. Donc, je parle vraiment de la vie quotidienne des gens. Construire avec la ville et le Québec une stratégie de démotorisation, au même titre qu'il y a des stratégies d'électrification, par exemple. Et puis, continuer le travail de collecte de données. Ça serait bien de pouvoir mettre des chiffres sur le taux de dépendance réel versus psychologique traditionnelle, et de mettre des chiffres aussi sur les transferts modaux qu'on a en mettant de l'autopartage, combien de voitures par personne, etc. Puis enfin, faut continuer à mettre à l'échelle, à pérenniser des leviers, comme notamment l'autopartage citoyen qui existe déjà. Et là, on arrive sur aussi des choses qu'on pourrait essayer de déployer plus intensément et plus largement. Voilà, j'ai fait le tour. Merci. Et est-ce qu'il y a des questions?